Chaque crise est l'opportunité d'aller chercher de nouvelles personnes pour leur donner les armes intellectuelles, comprendre le monde et se défendre. C'est signé François Boulot, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Il est notre invité dans un instant. Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct, le 14e, en direct du Parlement européen, avec Pierre Larouturou qui continue à se battre pour concrétiser enfin cette taxe sur les transactions financières. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Quelles sont les nouvelles, Pierre? Rapidement, parce que nos invités sont... On a trois invités qui nous attendent. On parle avec les invités et on parle des nouvelles ensuite. Très bien. Est-ce que notre premier invité est déjà prêt? Pas encore, peut-être. Donc, Pierre, je pense qu'on a même le temps de revenir un petit peu sur les dernières nouvelles. Le dernier live, c'était mercredi dernier. Entre-temps, quelles évolutions au niveau des négociations budgétaires? Entre-temps, on a eu un dialogue tout à fait intéressant vendredi avec un haut responsable allemand, puisque je vous rappelle que notre objectif, c'est de peser sur le Conseil européen du 10 et du 11 décembre. Angela Merkel, qui préside l'Union européenne jusqu'au 31 décembre, veut un accord ambitieux sur le climat. Et il n'y aura sans doute pas d'accord sur le climat s'il n'y a pas des financements pour comment on paye l'isolation des maisons, comment on fait les transports en commun. Et donc encore vendredi, on a eu un dialogue tout à fait intéressant avec un responsable allemand. On en aura dans les prochains jours. Demain, je rencontre le commissaire Johannes Hahn, qui est le commissaire chargé du budget. Donc le travail. Et puis hier, il y avait encore un concert devant le Parlement européen avec des gens de la société civile qui étaient là pour dire qu'ils nous soutenaient. Et voilà, donc on est en train d'organiser stratégie à deux branches. Rébellion, on travaille au sein du Parlement avec d'autres amis députés, on travaille dans les institutions, et puis il faut qu'il y ait une grosse pression des citoyens. On a un objectif très important, le 10 et le 11 décembre. Gaël est avec nous depuis la mairie de Saint-Étienne, donc on va lui laisser la parole. Bonsoir Gaël. Eh bien, bonsoir Gaël. Merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi, Gaël, c'était important d'être parmi nous, de soutenir l'action, le message porté par Pierre et puis par de plus en plus de personnes, finalement, toutes couleurs politiques confondues? Gaël. Bonsoir Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, moi j'ai fondé mon engagement politique de militant d'abord, d'élu ensuite, sur la place de l'homme dans l'ensemble de nos politiques publiques. Et depuis que je suis maire en 2014, dans toutes les actions que nous menons avec les équipes municipales ou métropolitaines que j'anime, eh bien, ce qui compte pour moi, c'est vraiment de placer l'homme au cœur des politiques publiques. Et quand on fait ça, eh bien, très vite, on se rend compte que la finance, elle est partout. Elle est partout et qu'elle a pris au fil des années, avec parfois beaucoup de subtilité, la place de l'homme au cœur même, finalement, à la fois de la politique, mais également de l'économie réelle. J'ai fait une formation d'école supérieure de commerce et dans tout ce que j'ai pu apprendre en théorie ou bien dans les entreprises, c'est que la finance est au service de l'outil de production. La finance est au service du développement de l'entreprise. Et on le voit à maintes reprises. Et d'ailleurs, c'est pas récent. Certes, on peut dire que la crise financière de 2008-2009 a mis déjà en avant le fait que la finance a pris la place justement de, je dirais, la finance, et d'ailleurs c'est le vice-président de Wall Street qui le disait dès 2010. Hein, il s'est rendu compte que finalement le débordement des financiers nous a menés au bord du précipice et que ce sont les financiers avant tout qui ont trahi la finance en mettant la spéculation au service finalement d'eux-mêmes et non pas au service de l'économie. Barack Obama aussi, il l'a dit, quand au lendemain de 2010, on a vu l'économie réelle complètement s'effondrer dans le monde entier, en commençant par son propre pays, les États-Unis, et bien que les banques, y compris celles qui récoltaient les dépôts, eh bien, ont pris des risques qui a menacé l'économie tout entière, et y compris l'économie réelle. Et on l'a vu, là aussi, de manière très factuelle. Là où nous avons une répartition des richesses à 70% dans les salaires, à 30% dans les bénéfices, eh bien, nous avons en quelques années vu ce rapport complètement s'inverser, avec simplement 30% en revenus du travail et à 70% en répartition finalement des actionnaires. Et encore une fois, on n'est même plus dans la rémunération finalement de l'actionnaire qui participe lui aussi au développement de l'économie. Je ne pense pas que c'est l'économiste Pierre Larouturou qui dira le contraire, mais bien, encore une fois, le financement uniquement
de la spéculation. Quand on voit qu'en quelques secondes peuvent être transférés des milliards d'euros ou de dollars sans créer la moindre richesse, eh bien, on se rend compte que finalement, l'homme est devenu une donnée complètement superflue. Et moi, c'est cette profondeur de la réflexion et des propos de Pierre Laroutourou qui m'ont amené à réfléchir moi-même sur cette question-là. Et je dirais même que cette proposition de 0,1% de taxation des flux financiers, eh bien, c'est pour moi un premier pas. Mais Pierre, ça doit certainement pas être le dernier. Et je souhaite même que nous allions plus loin avec la taxation des GAFAM. Je pense que c'est le combat qui résulte exactement de la même logique, encore une fois, parce qu'il faut placer l'homme au cœur de nos politiques publiques. Je vois d'ailleurs que cette réflexion, elle n'est pas spécialement récente et qu'elle a su bousculer parfois d'ailleurs certains clivages politiques. La preuve, c'est qu'en 2012, Nicolas Sarkozy, avec la taxe Tobin à la française, a su insuffler un premier message. C'est un premier pas qui n'est pas suffisant, puisque c'est 0,3% de la taxation sur l'achat de titres des 130 premières sociétés qui dépassent, françaises, qui ont leur siège en France et qui dépassent 1 milliard de capitalisation, qui a été mis en place fin 2012 par son successeur François Hollande, même si on peut déplorer qu'entre les deux, le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, qui n'est autre que le président de la République actuelle, a modifié, dont on connaît la proximité avec les milieux d'affaires et les banques d'affaires, et on sait bien qu'il a eu tendance à favoriser les milieux financiers que celui de l'industrie et de l'économie réelle, a modifié ses critères pour la rendre moins finalement douloureuse pour le monde de la finance. C'était malgré tout un premier pas, et on ne peut que regretter que toutes les transactions intraday, c'est les transactions qui ont lieu uniquement dans la même journée, où les produits dérivés aient été exclus de cette dimension, bien que Emmanuel Macron, en septembre 2017, dans son discours à la Sorbonne, ait annoncé sa volonté d'aller plus loin. Eh bien, il faut le prendre au mot et dire simplement qu'il en a aujourd'hui une opportunité historique dans les pas de ses prédécesseurs, Sarkozy, Hollande, dans la lignée des engagements qu'il avait lui-même pris en 2017, eh bien, de porter à une dimension européenne cette taxation. Et vous savez, moi je suis convaincu que avec ce que nous avons vécu aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, eh bien, elle doit être en capacité, elle a fait sauter des clivages politiques. Elle a montré que l'essentiel, ce n'était pas les profits spéculatifs, les produits financiers, les produits de nos banques. Elle a montré, Macron l'a rappelé encore, que la réindustrialisation est une priorité. Eh bien, je pense que c'est une opportunité historique pour la France de porter ce message au niveau européen, d'autant que nous avons des soutiens. Pierre l'a rappelé à de nombreuses occasions, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Autriche, que ce soit l'Allemagne. Ne soyons pas ceux qui, après avoir été les premiers en 2012 à porter ce débat sur la place publique politique, à être ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que la proposition de Pierre Laroutourou est idéale? Est-ce qu'elle est l'alpha et l'oméga de ce que nous devons porter? Très honnêtement, Pierre, je le dis avec beaucoup d'amitié, je ne le sais pas. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, et que la proposition que tu fais, même si je pense, et c'est un membre des partis Les Républicains qui le dit, qu'elle ne va pas assez loin, elle est une première pierre indispensable si on veut replacer l'homme au cœur de nos politiques publiques. Et j'en veux pour preuve, dans cet œcuménisme de pensée que j'ai proposé avec l'accord de l'ensemble des présidents de groupes du conseil municipal, qui sont très variés, depuis les communistes, en passant par les écologistes, en passant par les socialistes ou Génération S, en passant par l'ensemble des groupes centristes, ceux qui soutiennent le gouvernement comme ceux qui s'y opposent, ou bien les Républicains, à l'unanimité, Pierre, le vœu qui demande au président de la République de porter
cette TFF au niveau européen a été votée au conseil municipal de Saint-Étienne. Et puis j'avais pris un deuxième engagement vis-à-vis de toi. Le premier, il est rempli, c'est celui-là. Le deuxième engagement que j'avais pris, c'était d'aborder cette question au bureau politique du parti dont je suis vice-président, les Républicains. Ce que j'ai fait à la première occasion qui m'a été donnée, donc devant le président Christian Jacob, après avoir évidemment abordé cette question-là avec lui. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il est très ouvert sur cette question. Il est enclin à ouvrir le débat au sein de notre parti, parce que il est d'ailleurs lui aussi de cette fibre du gaullisme social, qui sait que le combat politique, il ne vaut que si on place l'homme au cœur de nos politiques. Sinon, à quoi bon? À quoi bon cet engagement que nous avons les uns et les autres si c'est pour servir d'autres que nos congénères? Il est de cette fibre-là, Christian Jacob, et il a pris l'engagement devant l'ensemble des membres du bureau politique qui étaient présents, eh bien, de porter cette question également sur la table. Alors, les quelques réserves, d'ailleurs, que j'ai partagées avec toi, Pierre, dès le lendemain de ce bureau, elles sont plus techniques que politiques. Je lui ai transmis d'ailleurs les éléments techniques que tu m'as transmis, qui ont trouvé des réponses déjà dès 2013. Et donc, Christian Jacob est encore une fois très ouvert à poser carrément ce sujet sur la table de manière très ouverte. Moi, je porte, pour conclure, je porte les valeurs de bien-être social dans mon programme électoral municipal, métropolitain. Je porte les valeurs du développement durable et c'est la raison pour laquelle je me suis reconnu dans ton combat. D'abord parce que ce combat contre les financiers spéculateurs, c'est un combat que je considère comme légitime et juste, parce qu'on a laissé la finance prendre le dessus, on a laissé la finance prendre le pas sur l'économie réelle et complètement dévoyer finalement ce qu'elle était, c'est-à-dire un outil au service de l'économie. Elle est devenue une fin en soi, ce qui perd évidemment complètement son sens, et que ce 0,1%, encore une fois, qui doit être qu'un premier pas, qui n'est qu'un premier pas vers davantage d'introduction de la finance au service du développement de l'outil de travail et donc des travailleurs et donc des entreprises, eh bien, doit être mis au service de ce qui est essentiel et ce que cette crise du Covid a simplement mis en exergue, mais que j'ai défendu bien avant que le Covid n'apparaisse, que Pierre, tu as défendu aussi. Je n'oublie pas la conférence que tu étais venu animer ici à Saint-Étienne. On ne parlait pas de Covid encore à l'époque et qui m'a beaucoup touché. J'avais besoin sans doute de mûrir encore davantage toutes les questions qui ont été abordées ce jour-là sur les questions de contribution au développement durable, aux questions de préservation des ressources de la planète, de la lutte contre les inégalités sociales, contre les inégalités également devant les questions de santé qui doivent être la priorité pour nous tous. Eh bien, si la lutte contre la finance spéculative peut être au service, grâce aux 70 milliards d'euros que ce projet de loi permettra d'amener au niveau européen, au service de la santé, au service de la planète, qui sont des sujets tellement urgents qu'ils ne peuvent pas davantage attendre. Et on le voit bien dans nos plans, que ce soit lors de la COP21, où Saint-Étienne d'ailleurs a occupé là aussi une place absolument très importante, puisque nous faisions partie des rares métropoles qui portaient au niveau de la COP21 un certain nombre d'exemples extrêmement concrets de réalisation à l'échelle de la métropole stéphanoise. On voit bien que ces exemples-là, ils doivent être menés à l'échelle de notre pays, ce n'est pas suffisant. À l'échelle européenne, ce n'est pas encore suffisant. Et que si on veut avoir un impact rapide sur les engagements qui ont été pris par la France, eh bien, il faut des investissements massifs, comme nous le faisons modestement, sur la transition énergétique, sur une meilleure isolation des logements, sur la solarisation, sur l'utilisation également de transports en commun propres, parce qu'on sait que les transports collectifs font partie également de la cause de dégagement de CO2 en nombre. Eh bien, notre action sera inefficace. Et donc, on a une opportunité, par la proposition de Pierre, de faire coïncider les deux. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'elle est en lien vraiment concret, opérationnel, avec ce qui fonde mon engagement politique depuis toujours, que ce soit sur le terrain aux côtés des Stéphanois que dans mon parti politique.
que j'apporte mon soutien à Pierre et que je ferai encore une fois tout ce qu'il faut pour mobiliser toutes les énergies politiques où qu'elles se trouvent pour y arriver d'ici le 10 décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Gaël Perdiot. Je rappelle, Gaël Perdiot, maire de Saint-Étienne, un grand merci pour votre message particulièrement complet, message de soutien et qui montre à nouveau le côté, Pierre, tout à fait transpartisan, quelque part, de cette mobilisation. On se reparle très vite pour continuer le combat, Gaël. Merci beaucoup. À très vite. Bonne soirée. On compte sur toi comme tu sais pouvoir compter sur moi. Ça marche. Merci beaucoup. Et merci à vous qui continuez à nous suivre sur les différents médias partenaires. On va vite prendre une petite question d'un internaute avant d'accueillir notre invité suivant. On a un timing assez serré pour ce 14e live. Alors, question de Pascal. Est-ce que l'Union européenne va acheter ce qu'elle a commandé à Gilead? Il y a des engagements sur les possibles vaccins, donc il faut d'abord vérifier que ces vaccins sont efficaces. On ne met pas comme ça un vaccin, voilà. Et l'Union européenne va tout faire pour que les vaccins soient accessibles pour tout le monde, pas seulement pour le plus grand nombre, pour tout le monde dans de bonnes conditions. On verra si on commence par définir des publics prioritaires, mais évidemment c'est un des rôles de l'Europe de donner des moyens aux hôpitaux, de donner des moyens à la recherche, d'anticiper les prochaines crises et de se donner les moyens qu'on n'ait pas une course au profit sur ce vaccin. Donc effectivement l'Union européenne et le Parlement dialoguent avec la Commission pour vérifier que ça se passe dans les meilleures conditions d'efficacité et de transparence. Et on rappelle différentes façons de se mobiliser aussi pour les internautes qui nous suivent, à commencer par le site taxonlaspéculation.eu qui a fait complètement peau neuve. Il est encore plus beau, il sera encore plus efficace dans quelques jours. Merci à toute l'équipe qui travaille sur le site. On a encore eu des idées aujourd'hui pour interpeller, pour que chacun dans son quartier, dans sa ville, dans son village puisse agir. Voilà. Et toujours pas mal de questions par rapport à cette fameuse vidéo de Bruno Gassio. Je ne sais pas si... Bruno est stéphanois, donc on va relancer. Bruno m'a dit avant-hier qu'il n'avait pas finalisé sa vidéo, donc je vais relancer Bruno en lui disant que nous sommes des millions à attendre sa vidéo. Voilà. Alors, notre prochain invité n'est pas encore tout à fait prêt, donc ça nous laisse un petit peu de temps encore pour prendre une question. Quoique, non, notre invité est bien parmi nous. Porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, c'est François Boulot. François, est-ce que vous nous entendez ? Très bien, bonjour. Bonjour François, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors François Boulot, vous êtes avocat de formation. Si vous deviez plaider en fait pour cette taxe sur les transactions financières, comment vous plaideriez ? Écoutez, ce sera assez simple, c'est-à-dire que si je devais aujourd'hui convaincre la Commission européenne et les dirigeants des pays européens, je leur dirais, écoutez, le bateau Europe est en train de couler. Les événements récents, notamment la crise du coronavirus, l'a mis en évidence. C'est-à-dire que la crise sanitaire a démontré que l'Union européenne ne servait à rien pour coordonner les mesures sanitaires et que c'est les nations qui reprennent la main quand les tempêtes se lèvent. Par ailleurs, on a un euro qui montre de plus en plus des contradictions d'intérêts entre les États. Et on le voit avec la pratique du quantitative easing de la Banque centrale européenne, que l'Allemagne, en tout cas la Cour de Karlsruhe, commence à remettre en question, en tout cas à la grincer des dents dans sa décision du mois de mai, parce qu'elle n'apprécie pas du tout qu'on ait fait tourner la planche à billets, parce que ça crée de l'inflation et notamment ça crée des bulles financières, mais aussi immobilières, et ça ne plaît pas du tout aux Allemands. On voit également qu'on a un plan de relance européen qui ne va pas servir les intérêts des peuples parce qu'elle risque d'accroître la possibilité pour la Commission de sa capacité à imposer ses orientations économiques au pays et donc à imposer la poursuite de l'austérité. Donc, poursuite de l'austérité dit un rejet plus grand encore des populations. Bref, on a un certain nombre d'éléments qui montrent que l'Europe est dans une crise majeure. On a des rapports, d'ailleurs, je crois que c'est la Deutsche Bank justement qui explique que les 10 ans qui vont venir vont être déterminants pour l'avenir de l'Europe. Et donc, quand on prend ce contexte, on a envie de dire aux dirigeants européens, si dans ce contexte-là, où l'Union européenne, peut-être que dans 10 ans, elle est morte, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, maintenant, de prendre simplement une mesure simple, immédiate, facile, qui est de taxer la spéculation financière, alors préparez-vous au pire parce que vous êtes en train de la tuer, l'Europe. Les populations ne pourront plus la soutenir et donc elle mourra d'elle-même par le statu quo. Voilà pourquoi vous allez adopter une taxe sur la spéculation financière, parce que c'est ça, ou sinon demain, l'Union européenne sera morte. La mort par le statu quo, Pierre.
Je suis bien d'accord. Voilà, merci à François d'être avec nous ce soir. On est dans un moment critique. Ça fait déjà en 2008, on avait dit qu'il fallait mettre fin au règne de la finance, qu'il fallait tout changer, que cette crise financière nous obligeait à tout changer. Et en fait, on n'a rien changé ou quasiment rien. C'est Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, qui dit qu'on a déplacé les fauteuils sur le pont du Titanic, mais que le Titanic continue à aller vers l'iceberg. Voilà. Donc, on n'a hélas rien changé. La question est à savoir, est-ce que la crise de 2020 est assez grave? On est vraiment à deux doigts du chaos pour qu'on change enfin les règles du jeu et qu'on remette d'aplomb ce que 40 ans de néolibéralisme ont mis sans dessus-dessous. Donc on est face à un choix fondamental, éviter l'effondrement de notre système hospitalier dans les mois qui viennent, éviter l'effondrement de notre système de recherche, donner à tous les moyens de vivre dignement, éviter des paquets de licenciements, éviter que les chômeurs tombent dans la pauvreté. Rien qu'en France, on annonce 10 millions de pauvres, c'est juste scandaleux dans un pays qui n'a jamais été aussi riche globalement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on se bat pour avoir plus d'argent pour éviter les plans sociaux. Travailler moins pour licencier moins. Il n'y a aucune fatalité. Quand nous annonçons 800 000 chômeurs de plus en France, il n'y a aucune fatalité. On pourrait très bien limiter les licenciements, garder tout le monde, baisser le temps de travail et maintenir 95 ou 95% des revenus avec des aides européennes. Donc c'est pour ça qu'on se bat. Et le peut-être point de désaccord, on a peut-être deux points de dialogue entre nous. D'abord, je te trouve un peu injuste quand tu dis que l'Europe n'a rien fait. Autant on était quelques-uns à dire que c'était horrible ce qu'on a fait subir à la Grèce il y a quelques années. Autant quand même, je trouve que là, l'Europe, il y a plein d'erreurs qui ont été faites, mais quand même, y compris les pays du Sud aujourd'hui peuvent se financer à 1%. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont un peu moins mal qu'il y a quelques années. Autant être, je crois qu'en fait, on peut être d'accord sur ce diagnostic, mais que ça ne suffit pas, on n'est pas à la hauteur. Et que là où tu as tout à fait raison, c'est le risque qu'on recommence l'austérité dans 2 ans. Je voyais l'autre jour Paolo Gentiloni, le commissaire européen, qui dit là, on va mettre beaucoup d'argent sur la table avec le plan d'urgence et on dit aux États membres qu'ils peuvent oublier les règles classiques de déficit. Mais si on n'a pas vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière avec pas mal d'intelligence et de fermeté, il y a le risque que dans 2 ans ou dans 3 ans, on remette en place ces politiques d'austérité et ce serait dramatique. Et c'est peut-être pas dans 10 ans que l'Europe va crever, c'est plutôt... Quand l'autre jour, quelqu'un à la Commission européenne me disait « C'est très intéressant vos arguments, monsieur Larouturou, Tartampion m'a fait passer votre argumentaire, un grand chef, parce qu'il y a quand même des coopérations au niveau européen, des gens de famille politique qui nous aident à faire passer nos idées. Donc un grand chef avait fait passer mon argumentaire à quelqu'un de très haut placé à la Commission. Et cette personne me dit « Voilà, dans 2 ou 3 ans, on va négocier vos idées. » Et je lui dis « Mais attendez, dans 2 ou 3 ans, si on ne change pas les règles du jeu très vite, maintenant, on aura une flambée du chômage et de la précarité. Et quand vous aurez Salvini au pouvoir, à l'extrême droite, au pouvoir à Rome, ce sera quand même plus compliqué de négocier. Donc si vous êtes d'accord pour dire que c'est très intéressant, pourquoi est-ce qu'on attend dans 2 ou 3 ans? Voilà. Quand la crise de 29 éclate en Europe, 3 ans plus tard, c'est les nazis qui arrivent au pouvoir. On aurait mieux fait de négocier avec la République de Weimar, quand Pierre Mendès France disait qu'il fallait faire une monnaie unique et mettre une monnaie unique avec un gouvernement politique. Le livre de Pierre Mendès France en 1930, c'est que vu la gravité de la crise sociale, il faut créer une monnaie unique, la mettre au service d'un projet politique de relance sociale de l'Europe en 1930. Tout le monde s'en fout, c'est un jeune économiste dont tout le monde se fout, alors que c'était à l'époque la République de Weimar en Allemagne. Donc si on avait écouté cette volonté d'avoir une Europe sociale en 1930, peut-être qu'on n'aurait pas eu les nazis et que l'Europe n'aurait pas tombé dans la barbarie. Donc c'est maintenant notre point de désaccord, mais je crois qu'en fait, hélas, on partage la même inquiétude. C'est pas dans 10 ans que l'Europe va crever. Voilà, ce qu'on négocie dans les prochaines semaines, c'est le budget pour les 7 ou les 10 prochaines années. Et c'est maintenant qu'il faut changer les règles du jeu, parce que sinon, l'histoire montre qu'il peut y avoir une accélération. Et le côté assez excitant, c'est quand même que l'arrivée de Biden aux États-Unis montre, c'est peut-être une des rares bonnes nouvelles depuis quelques temps, c'est que Trump et son équipe vont dégager et que dans l'équipe de Biden, il y a des gens sans doute avec des opinions différentes, mais il y en a qui veulent vraiment une nouvelle donne, un New Deal qui met la justice sociale, qui met la justice fiscale, qui met le climat, qui met la dignité de tous et de toutes au centre des politiques. Donc ça aurait l'allure, si nous, on arrive à faire bouger l'Europe et si ça donne envie à Biden de faire les choses en grand, de retrouver l'esprit de Philadelphie, de retrouver la priorité à la justice sociale et donc la justice fiscale, on est dans un moment excitant. Donc voilà pourquoi on se bat. Et je crois que là-dessus, à 95% ou à 98%, comme on dit en Belgique, à 98%, on est d'accord avec François et avec tous ses amis. Alors François Boulot, je rappelle, un porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Vous aviez lancé il y a 7 mois un sondage qui a fait parler de lui, dans lequel vous demandiez et si on mettait les partis politiques au défi de s'unir dans l'intérêt du peuple. Si vous deviez lancer un nouveau sondage aujourd'hui, et peut-être davantage au niveau européen, il serait tourné comment, d'après vous ? Écoutez, vu l'échec qu'a été ce sondage, je ne sais pas trop comment vous répondre, parce que moi, je pensais que la crise du coronavirus, le confinement, enfin toutes ces conditions exceptionnelles qu'on a vécues, allaient appeler une prise de conscience
générale et de tous, en fait, au changement, à ce que chacun change de trajectoire. Parce qu'effectivement, on fait souvent référence, à juste titre, je pense, aux années 30. Je pense qu'on est dans une période de ce type-là, qui, me concernant, produit beaucoup d'inquiétudes. Je ne vois vraiment pas comment on va se sortir de l'ornière et des impasses qu'on a créées. Je veux dire, on voit que rien ne fonctionne. Sur l'Union européenne, c'est on va faire le climat et la transition écologique, mais on continue à conclure des accords de libre-échange dont on sait qu'ils sont les principaux à l'origine de l'augmentation de la pollution, avec l'augmentation des importations et des exportations. On a une monnaie donc, qui ne fonctionne pas, et on sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il y ait des transferts budgétaires entre les pays qui bénéficient d'un euro fort, c'est-à-dire l'Allemagne, grosso modo les pays d'Europe du Nord, et puis donc des transferts vers les pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire ceux qui sont pénalisés par un euro qui est trop fort pour leur économie. Donc on connaît en fait toutes ces conditions-là, mais rien ne change. Et puis en France, eh bien, je constate malheureusement qu'on a des formations politiques qui restent dans leur couloir respectivement. Et le sondage que j'avais proposé à l'époque, c'était au moins qu'ils se mettent d'accord, que les partis discutent pour se mettre d'accord sur les propositions pour faire le monde d'après, en tout cas pour répondre à la crise sanitaire et économique qui vient. Au moins, essayons de nous mettre d'accord là-dessus. Ne laissons pas le champ libre à Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron, il va sauver le système d'avant, hein. Nonobstant tout ce qu'il peut déclarer sur les décisions de rupture et le monde d'après, etc. Non, on a vu que dès le premier déconfinement, on est revenu à on va faire la réforme des retraites, on va isoler la dette Covid parce qu'il va falloir évidemment la rembourser. Bon, on voit qu'on reprend les bonnes vieilles recettes de toujours et que rien ne change. Et en fait, on a besoin d'une recomposition aujourd'hui politique, on a besoin d'une remise en question de tous les acteurs en fait, de la société. Ça va du plus haut de l'échelle, c'est-à-dire les formations politiques, mais aussi les syndicats, les associations et les citoyens, qui, pour beaucoup d'entre eux, se sont largement désintéressés de la politique depuis des années et des années. On a largement contribué à les écœurer aussi de la politique. Donc les responsabilités, elles sont partagées, elles vont dans tous les sens, mais je crois qu'on a vraiment une grande remise en question à faire, tous ensemble, collectivement et individuellement, mais il faut absolument changer de trajectoire. Et donc aujourd'hui, j'ai même plus de sondage à faire, parce que finalement, je vois que ça ne produit rien. J'ai surtout à essayer de demander à chacun de se demander si ce qu'il fait sert vraiment l'intérêt général et va vraiment dans le sens du changement, parce que du changement aujourd'hui, on en a vraiment besoin, et je crains fort que on revive des moments extrêmement douloureux dans les années à venir si on ne change pas, justement. Merci beaucoup, François Boulot, d'avoir été parmi nous. Peut-être, dernière petite question, c'est une question traditionnelle ici dans le cadre de ces lives. Votre message en quelques mots au président Emmanuel Macron pour le convaincre de changer d'avis et d'aller dans le sens de cette taxe sur la spéculation. Quel serait votre message en quelques mots ? Je n'y ai pas réfléchi, je ne savais pas qu'il y avait cette question-là, mais qu'il oublie peut-être son passé de banquier, hein, c'est un peu facile, et puis qu'enfin il régule la spéculation financière, et qu'une taxe, c'est pour servir à la justice fiscale. Alors on sait que c'est le président des ultra-riches, et peut-être que ce qu'il faut lui dire, en fait, puisque à chaque fois il expliquait que les dispositifs fiscaux qu'il faisait adopter pour les plus riches, c'est parce qu'il y avait les premiers de cordée. Bien, le message qu'il faut lui dire, c'est que, je l'ai déjà dit souvent, mais les premiers de cordée, ils ont coupé la corde depuis bien longtemps, et donc il s'agit aujourd'hui de les faire payer, comme tout le monde, à proportion de leurs revenus. Mais malheureusement, ça fait des années que les plus riches, ils ont fait sécession par rapport à l'impôt, et donc cette taxe sur la spéculation financière, elle va dans le bon sens, elle permet de ici, à la marge, hein, ça ne règle pas tous les problèmes, mais à la marge déjà, on va dans le bon sens, on va essayer de taxer une activité qui a pris des proportions telles qu'elle est aujourd'hui nuisible à l'économie, parce qu'elle prive l'économie réelle d'un certain nombre de flux d'argent qui pourraient soutenir l'activité économique. On a une finance qui aujourd'hui est en train de tuer l'activité économique, et donc la taxer, c'est un juste retour des choses et une mesure qui est juste. Voilà ce qu'Emmanuel Macron devrait entendre. Merci très vite, beaucoup. François. Merci beaucoup, et on continue le combat. François Boulot, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. On se reparle très vite. Voilà. Merci.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Et ça fait partie des questions qui reviennent encore souvent parmi les internautes qui nous suivent. C'est des nouvelles du président Macron, de son entourage. J'ai échangé hier avec un de ses conseillers, voilà, en disant qu'il faisait... Tu ne peux pas en dire plus. Non, mais je lui ai dit qu'ils avaient tort de ne pas bouger. Voilà, je continue le message. Il voit que la vague monte, il voit qu'il y a de plus en plus de gens qui nous soutiennent. Voilà, quand on a en même temps le vice-président des Républicains, les maires ruraux, des Gilets jaunes, on a une très grande diversité politique et le mouvement va s'amplifier. Donc j'ai redit hier à un conseiller d'Emmanuel Macron que c'était une erreur du point de vue éthique et une erreur politique de ne pas bouger. Voilà. Ils espéraient peut-être que la négociation resterait confidentielle, mais maintenant il y a des millions de gens qui savent que cette négociation est en ce moment. Elle est dans la lumière. C'était le but de cette grève de la faim et c'est le but de continuer collectivement dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. On ne va pas lâcher le morceau. On ne va pas lâcher le morceau, ils doivent le comprendre. Au niveau de cette coalition renforcée, on se situe où par rapport La coopération renforcée, on nous a encore confirmé il y a 10 jours, la Commission européenne, et je vais en reparler demain avec le commissaire Johannes Hahn, puisque comme rapporteur du budget, j'ai demain 1h30 avec le commissaire chargé du budget, la Commission européenne nous a bien dit que oui, c'était possible d'avancer sans l'unanimité, que s'il y a ne serait-ce que 9, 10, 15 pays, et que oui, ça peut être une ressource pour rembourser le plan d'urgence. La France doit rembourser 67 milliards pour le plan d'urgence et pour financer des priorités comme la santé, comme la recherche, comme le climat. Donc voilà, ce qui était une idée perso, on va laisser la parole à Hervé Le Treut, mais voilà, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est tout à fait possible politiquement et juridiquement s'il y a une volonté politique. Bonsoir Hervé, merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonsoir. Hervé Le Treut, climatologue, membre de l'Académie des sciences, président d'Acclimatera. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir l'action, le message de Pierre, Hervé ? Alors parce que je crois qu'on est dans une phase de ce problème climatique qui est vraiment une phase de mutation. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, la manière dont elles se sont stockées dans l'atmosphère depuis maintenant quelques dizaines d'années, pas même presque un demi-siècle aujourd'hui, on a dépassé des seuils. On le voit parce qu'au départ, le problème du changement climatique, c'était un problème d'équation, de gens qui faisaient des pronostics sur le futur à partir des lois de la physique. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on voit, que l'on peut ressentir de manière forte. Et je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Et la grosse difficulté qui est associée à ces problèmes de changement climatique, c'est le caractère très largement irréversible de ce qui se produit dans l'atmosphère et puis dans l'océan. On stocke des quantités d'énergie qui ont une durée de vie atmosphérique de presque 100 ans. Enfin, on dit 100 ans, c'est la demi-vie. Mais ça veut dire que pour quelqu'un qui a 90 ans, comme des gens de ma famille, le CO2 qui a été émis le jour de leur naissance, qui a été émis dans l'atmosphère, est toujours actif. Ce n'est pas exactement les mêmes molécules, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on est face à cette situation qui fait que on est en train aujourd'hui de créer un système qui va être très difficilement réversible. Donc il faut le stopper le plus vite possible. Alors, je ne suis pas économiste, mais je sais que l'économie est un des éléments majeurs de cela. C'est aussi un problème qui est un problème international, puisque les gaz restent longtemps dans l'atmosphère, ils se mélangent. On sait que les océans se réchauffent maintenant, c'est-à-dire qu'une part de la chaleur qui est dégagée se stocke dans les océans, avec là aussi un niveau d'irréversibilité qui va être important. Donc on est face à un problème qu'on ne peut plus considérer du tout de la même manière que le problème d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. En fait, aujourd'hui, on avait un problème de physicien, on a un problème qui est un problème de physique, qui est un problème aussi de biodiversité, qui est un problème de société. Et ces problèmes-là, qui se lient les uns aux autres, créent une situation qui est vraiment nouvelle. Je pense, les prochaines années sont engagées aussi par ce qui a déjà été mis comme gaz à effet de serre. Donc tout ça fait que je crois que c'est un moment vraiment très particulier. Moi, ça fait presque 40 ans que je travaille sur ces problèmes-là. Je pense qu'on est dans un moment vraiment particulier et qui mérite une attention extrêmement forte. Et avec un gros travail de terrain dans votre région, la Nouvelle-Aquitaine, j'ai parlé d'Acclimatera, c'est là que vous pratiquez votre travail de terrain. Pierre, par rapport au témoignage et au soutien d'Hervé Le Treut. Mais ce que dit Hervé est fondamental. C'est terrible quand tu dis « je ne pensais pas qu'on en arriverait là ». Ça fait plus de 30 ans que le GIEC multiplie ses études. Vous passez des semaines et des semaines à aller sur le terrain pour faire des mesures, puis après ça, à vérifier tout et à faire des rapports à chaque fois plus précis et plus inquiétants. Et c'est effectivement dramatique. J'ai encore regardé aujourd'hui les chiffres sur l'évolution du CO2 à Mauna Loa.
alors que l'économie, à cause du virus, a été quasiment à l'arrêt pendant plusieurs mois. Mais les feux de forêt sont tellement importants en 2020, les feux de forêt en Australie, 440 morts en Australie, les feux de forêt en Sibérie, les feux de forêt en Amérique, que l'évolution du CO2 en 2020 va être une des pires années jamais vues. Alors que l'économie, donc on a l'impression qu'il y a une autonomie, que le monstre est en train d'échapper à ses créateurs, et que même quand nos économies sont à l'arrêt pendant 3 ou 4 mois, tout le CO2, je répète ce que tu as dit Hervé, tout le CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère depuis 40 ans fait qu'il y a ces cercles vicieux, ces boucles de rétroaction dont les scientifiques nous parlent depuis très longtemps. Donc ou bien on est capable de casser la courbe, ou bien on est capable d'un changement radical décidé collectivement et financé collectivement, ou bien dans 10 ans ou dans 20 ans, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et je me souviens qu'on avait dîné avec toi et avec l'ami Jean Jouzel, tu te souviens, à Madrid, on avait dîné ensemble, et vous nous disiez, il y a 1 an presque, le sommet sur le climat, vous disiez que vous étiez de plus en plus pessimiste, et que ce qui vous rendait un peu optimiste, c'était les mouvements de jeunes. Je ne voudrais pas trahir que le fait que des jeunes soient dans la rue, c'est en train de réveiller les politiques. Donc on est là aussi, tu as peut-être vu que le panneau qu'on a pris symboliquement, j'ai pris la même calligraphie que celle de Greta Thunberg, c'est pour dire, voilà, Greta a commencé sa grève devant le Parlement dans son pays, et il y a maintenant des députés qui reprennent voilà, en disant l'Europe a fait une promesse magnifique. Il y a 1 an et demi, l'Europe a dit notre priorité, c'est de gagner la bataille du climat. Et bien qu'on se donne les moyens, on ne peut pas accepter que ce soit du greenwashing. On va se donner les moyens avec les jeunes, Adélaïde, Greta, Hanouna. On va se donner les moyens pour que ce soit une promesse qui débouche sur une réalité. Voilà. Mais encore merci 1000 fois aux scientifiques qui nous ont permis de comprendre le problème, et on continue le combat, évidemment, tous ensemble. Mais si tu peux parler aussi de ce que tu fais en matière d'adaptation, je trouve ça super intéressant ce que tu fais en Nouvelle-Aquitaine, pour dire on peut éviter, on arrête le CO2, mais aussi on s'adapte. Vas-y, tu as encore quelques minutes avec nous, mais vas-y. Oui, mais je pense que le problème effectivement de l'adaptation, c'est qu'on doit protéger nos territoires. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire à la fois notre participation à la maîtrise en fait des émissions de gaz à effet de serre, et puis aussi à le fait de développer un terrain de manière, alors c'est un grand terrain l'Aquitaine, de manière résiliente. Donc c'est cette recherche de résilience sur un territoire. Moi, c'est une chose qui m'a été proposée par la région Aquitaine, c'est ma région d'origine. Et j'ai beaucoup appris sur la manière d'essayer de penser ces problèmes-là dans la dimension positive qu'ils ont nécessairement. Tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, il y a une dimension positive. Et je pense que cette dimension positive, on la trouve facilement dans ces lieux régionaux qui sont des lieux où on doit faire les arbitrages, on doit avancer, on doit prendre des mesures, il y a un élément concret, et puis il y a aussi un attachement des gens à leur région, qui font que je crois que c'est des lieux qui peuvent permettre d'aller dans le bon sens. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça a des circonstances dans lesquelles on n'est pas obligé de dire aux gens que tout va mal. Il y a des possibilités d'agir quand on est dans cette dimension territoriale. Et par rapport à ces recherches de résilience, Hervé, quel serait votre message à adresser, et justement vous êtes aussi du côté des solutions, à adresser aux représentants politiques, qu'ils soient français ou européens? Je pense qu'il faut prendre, je dis quelquefois, le futur au sérieux, c'est-à-dire qu'on est capable d'anticiper ce qui va se passer à bien des égards. On a beaucoup d'éléments qui nous permettent de savoir un peu quels sont les risques de demain. Ils sont en partie écrits par les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà fait. Donc je pense qu'il faut se heurter à la complexité des choix qui sont devant nous, et puis les travailler de manière... dans le respect aussi de la durée que ça demande. On est face à des problèmes qu'on ne va pas guérir d'un coup de baguette magique, c'est des choses qu'on doit concevoir tout de suite, mais pour des durées longues. Donc oui, je pense qu'il y a besoin d'une aide forte, ça ne se fera pas sans cette aide-là. Un grand merci, en tout cas, pour votre aide et pour votre aide dans ce combat, d'avoir été parmi nous, Hervé Le Trot, climatologue. Merci à vous. Hervé est en plus professeur, et il retrouve ses élèves à 15, donc on les promis qu'à 19h15, il serait à l'heure devant ses élèves. Donc un grand merci Hervé, et à très vite. Bon cours. À très vite. Au revoir. Alors, ça m'inspire pour le côté un petit peu pédagogique. Avant d'accueillir notre déjà dernier invité ce soir, rappeler vraiment la base du combat. L'aspect pédagogique, en général, c'est Hervé qui montre les courbes, mais comme il va, voilà l'évolution du CO2 dans l'atmosphère depuis 1000 ans. Voilà.
c'est que c'était stable. C'est un peu comme une hormone dans le corps humain. On sait tous que même, par exemple, la thyroïde, même si elle bouge un tout petit peu, il suffit d'un microgramme de thyroïde en trop pour qu'on ait le caractère qui change, qu'on ait les yeux qui sortent, voilà, qu'on soit fatigué. Et donc, le CO2 dans l'atmosphère, c'est un peu comme une hormone. On voit que depuis 1000 ans, on mesure ça dans le CO2 qui est prisonnier dans les glaces, en particulier à l'Antarctique, au pôle Sud. Et Jean Jouzel et Hervé et d'autres, et le mari de Valérie Masson-Delmotte, ils sont allés faire des glaces, sont allés passer des semaines dans des conditions de travail très pénibles pour forer, pour trouver la glace. Et donc, on voit que le CO2 était stable à 280 unités, 280 ppm, depuis l'an 1000 jusqu'à 1800. Et puis qu'on voit que le développement de notre modèle industriel fait qu'on produit de plus en plus de CO2 et que jusque-là, on avait commencé depuis le Moyen-Âge à brûler des forêts, à produire plus de CO2, mais la planète était bonne fille et les forêts absorbaient le CO2 et les océans absorbaient le CO2. Et puis on voit comment il commence à augmenter et qu'il augmente de plus en plus vite. Donc voilà, ça c'est le CO2 depuis 1000 ans. Et le CO2 depuis 50 ans, c'est encore plus terrifiant. Donc c'est à 3000 mètres d'altitude. Ça veut dire que déjà en 1958, déjà, les scientifiques américains, aidés par l'armée américaine, se sont dit qu'il y a visiblement un problème avec le CO2. Donc déjà en 1958, les travaux étaient assez précis pour dire « ça sent pas bon, on a un problème, on va les mettre en observatoire à 3000 mètres d'altitude, à Mauna Loa, sur un ancien volcan éteint, pour être très loin de toutes les zones industrielles, de toutes les pollutions. Ils ont construit à 3000 mètres d'altitude, à Mauna Loa, sur cette montagne. Et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on a le CO2. Donc, vous voyez, au début, je croyais que c'était une courbe simplifiée pour les enfants. Et en fait, non, c'est la vraie courbe. C'est le petit zigouzi rouge, c'est le rythme des saisons. Quand le printemps arrive, les feuilles poussent et captent du CO2. Donc, le CO2 diminue un peu pendant quelques mois. Et puis, à l'automne, quand les feuilles commencent à tomber, à pourrir, ça relâche du CO2. Voilà pourquoi vous avez le petit zigouzi rouge. Mais sinon, l'évolution est terrible. Depuis 1958 jusqu'au dernier chiffre, octobre 2020, qu'on vient d'avoir, octobre 2020. En moyenne, dans les années 60 et 70, le CO2 a augmenté de 0,9 plus 0,9 unités chaque année, plus 0,9 ppm, partie par million. Depuis 10 ans, ça a augmenté de 2,4, plus 2,4, malgré les travaux des scientifiques, malgré tout ce qu'on fait dans nos vies personnelles, au niveau local, ce que fait la mairie de Saint-Étienne ou la mairie de tout. Voilà, tout le monde bougeait. Voilà, plus 2,4. Et cette année, les chiffres qu'on a, l'année n'est pas tout à fait finie, c'est que malgré le ralentissement économique, tout à l'heure, je suis allé voir, on est sur un plus de 2,77. Voilà. Donc ça veut dire que malgré la crise économique, je répète, le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Il y a une autonomie. Les feux de forêt, en particulier, sont tellement monstrueux que même quand l'économie produit moins de CO2, la France, la Belgique, l'Allemagne vont faire moins de CO2 que les émissions diminuent. Mais voilà, le problème est en train de s'aggraver et c'est tous les cercles vicieux que l'on connaît. Plus il y a de CO2, plus ça fait de feux de forêt, et les feux de forêt renvoient du CO2, ça fait fondre la glace, et s'il y a moins de glace, il y a moins de surface blanche, et donc la chaleur est captée. Voilà. Et dernière courbe, puisque je l'ai là, c'est la troisième et gratuite, c'est l'évolution depuis 30 ans, depuis 1990. C'est les sociétés d'assurance qui montrent l'évolution des événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences financières. Quand il y a 3 millions d'Allemands, il y a eu des inondations. Il y a 3 millions d'Allemands, le salon est foutu, la chaîne IFI est foutue, le frigo est foutu, les gens sont assurés et les sociétés d'assurance sont elles-mêmes réassurées pour ne pas faire faillite. Donc ça montre, et hélas, cette courbe est trop optimiste parce que dans les pays du Sud, c'est là qu'il y a le plus de catastrophes et les gens sont très mal assurés. Donc c'est une vision partielle, c'est uniquement dans les pays riches où les gens sont bien assurés. Vous voyez l'évolution des catastrophes climatiques qui ont des conséquences financières. Donc le problème est en train de s'aggraver. Malgré la crise économique, 2020 va être une année terrible. Et déjà, voilà l'évolution. Donc, il faut être vraiment suicidaire. On va vers un suicide de l'humanité si on n'est pas capable de réagir. Mais bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Si on est là ce soir, c'est qu'on n'est pas en train d'aller chercher une corde et un arbre pour en finir. On est persuadé, on est des millions à être persuadés qu'il n'est pas trop tard pour agir. Mais il faut qu'on se donne les moyens de choisir dans nos vies personnelles. Chacun de nous peut manger moins de viande. Chacun de nous peut se dire, je ne prends plus jamais l'avion, plus jamais dans ma vie personnelle. Voilà, on peut prendre des décisions perso. Et puis, on a besoin de changements collectifs. Parce que pour faire des transports en commun, chacun ne va pas construire sa piste cyclable ou son transport en commun. Chacun ne va pas payer 25 000 € pour isoler tout seul sa maison. On a besoin de financement et d'une décision collective. Elle aussi, je pense qu'elle fait partie de ces millions engagés qui y croient encore, qui ont encore envie d'agir pour la collectivité. Elle, c'est Caroline Le Sire, cofondatrice de l'association Émergence et puis membre aussi du collectif
maire au front. Un tout grand merci, Caroline, d'être parmi nous. Bonsoir, Caroline. Alors, Caroline, je sais que vous n'êtes pas habituée des plateaux télé. L'exercice vous stresse un petit peu, mais vraiment relax. On est entre nous, même avec les internautes. C'est notre 14e live, donc on devient doucement intime. Mais pourquoi c'était important pour vous d'apporter aujourd'hui votre soutien à l'action et au message porté par Pierre? Oui, merci beaucoup. La première chose, c'est que l'action de Pierre et de toute son équipe, elle résonne vraiment avec un engagement qui est déjà ancien dans ma vie. Et ce que je trouve vraiment touchant et questionnant aussi, c'est le fait qu'un homme politique, puisque Pierre, il est député européen, doive entamer une grève de la faim pour chercher à être entendu des citoyens. Ça en dit long sur la déconnexion, sur la défiance finalement des citoyens avec les autorités. Nous, on vit en Belgique et pourtant les décisions européennes, elles sont souvent, elles sont pas relatées, on n'y prête pas attention, alors qu'il y a vraiment 80%, je crois, des décisions qui sont prises en Belgique qui sont une simple adaptation de réglementation européenne. Donc on doit vraiment être attentif à ce qui se passe au niveau européen. Et donc Pierre doit en venir à faire une grève de la faim pour être entendu, pour tenter d'être entendu aussi des dirigeants politiques. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment hyper interpellée. Et ce que j'appréciais vraiment énormément dans ce que j'entends, je l'ai encore entendu hier, Place de Luxembourg, c'est vraiment que il dit pas « je suis votre nouveau gourou, j'ai la solution », c'est vraiment on va y arriver ensemble, j'ai besoin de votre mobilisation. On est ensemble, l'équipe, là encore dans le direct, tout le temps référence à l'équipe qui est avec lui, derrière lui, les personnes qui l'inspirent, ce combat militant, les personnes qu'il a rencontrées. Donc c'est vraiment revenir à une politique de coopération, d'intelligence collective qui fait complètement défaut actuellement dans notre système démocratique. J'écoutais Isabelle Stengers, une brillante philosophe des sciences belge, qui nous alerte vraiment sur l'état de la démocratie actuelle, qui est une démocratie, une fabrique d'idiots, une fabrique de moutons. On infantilise complètement la population, alors qu'il y a une intelligence, une créativité, une imagination dont on a besoin pour résoudre ensemble le défi immense devant lequel on se trouve. Et je pense vraiment que l'histoire nous le montre. Pierre a encore fait référence à des dates importantes dans l'histoire des mobilisations. Les droits sociaux dont la plupart d'entre nous bénéficient de ce côté de l'océan en Europe, ça n'a pas été donné par l'État. L'État gère maintenant des droits sociaux, mais c'est les mobilisations sociales de citoyennes, de citoyens, des mouvements ouvriers qui ont fait qu'on a eu des protections. Et donc ça, on ne doit pas l'oublier, on doit vraiment être conscient du pouvoir que l'on a. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment fondamental. Et après, un dernier point qui me donne vraiment envie aussi de soutenir l'action de Pierre, c'est que je suis militante, mais je suis aussi maman d'une petite humaine de 6 ans et demi qui est venue manifester d'ailleurs avec moi hier. Et Victor Hugo dit cette phrase, il dit « aimer, c'est agir ». Et cette petite humaine que j'ai invitée sur cette planète qui est dans un drôle d'état, elle me pose des questions. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir agir avec elle pour lui dire qu'on est des millions à créer cette société, ce monde qu'on veut voir advenir, il est en marche. Et donc quand je l'emmène manifester, quand je l'emmène chanter comme on l'a fait hier, Place du Luxembourg, c'est pour pouvoir lui dire que ce monde, ce nouveau monde qu'on veut voir naître, il est là en fait, il est déjà là. C'est juste qu'il y a des voix qui ne sont pas entendues. Ça me permet moi aussi à titre personnel, toutes ces actions, de tenir bon en fait, de ne pas sombrer dans la désespérance. Parce que comme le disait Pierre encore hier, quand il y a des matins, on se réveille, on se demande mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Il y a des personnes qui décident d'arrêter de vivre, il y a des personnes qui n'en peuvent plus, qui sont sans espoir. Et donc je pense vraiment qu'avec les privilèges que l'on a un devoir de pouvoir se mobiliser, de pouvoir donner de la voix, de pouvoir soutenir et de faire tout ce qui est en notre pouvoir, que ce soit avec l'énergie qui est la nôtre, pour soutenir cette action, cette taxe sur la spéculation. Bien sûr qu'elle ne va pas tout résoudre, mais c'est vraiment, j'ai ce sentiment que c'est quelque chose de très concret qui peut amener de l'argent pour le bien commun, en fait. La santé, l'éducation, l'emploi, ce changement climatique, ça devrait être en fait la priorité de nos dirigeants. Ça devrait être vraiment leur raison de se lever, d'aller au Parlement, de nous représenter.
Et donc, je crois vraiment que cette taxe-là qui peut vraiment amener des fonds, donc pour vraiment prendre des mesures, c'est un premier pas. Donc, ça ne va pas tout résoudre, il y aura des obstacles, mais ça a ce côté concret qui peut être enfin une bonne nouvelle, vraiment un signal fort aux citoyens. Je me rappelle, Pierre en a encore parlé hier, il y a 2 ans, on était 70 000 dans les rues. J'étais aussi avec ma petite puce sur les épaules. Et puis 2 jours plus tard, la loi climat qui n'est pas votée en Belgique, c'était un énorme coup dur pour les citoyennes, les citoyens qui s'étaient mobilisés en masse, les associations. Je pense qu'on doit continuer à voir ça dans le temps long et se dire que vraiment c'est à force de mettre la pression, de vraiment dire aux politiciens on est là, on vous écoute, mais surtout on vous suit, on ne va pas vous lâcher, on vous donne notre confiance. Mais on va pas juste écouter béatement les beaux discours comme il y a quelques années quand il y a eu la crise financière. On va être là, on va sortir, on va continuer, vous n'allez pas nous fatiguer. Et ça, je pense vraiment que c'est important d'être ensemble pour ça, pour se soutenir, quel que soit ce qu'on peut donner. Ça peut être descendre dans la rue, ça peut être s'engager. Il y a 1001 façons, on a besoin vraiment d'être ensemble. Il y a vraiment une tendance d'être isolé, de ne plus avoir les mêmes récits, on est devant nos fils Facebook avec les statistiques qu'on connaît déjà, les récits du monde qu'on connaît. Je pense vraiment qu'être ensemble, comme on était hier, place de Luxembourg, comme on peut être dans des associations, c'est vraiment rencontrer le monde, aller vraiment parler avec les gens et faire front ensemble pour donner place à ce monde qui est déjà là, en fait. C'est juste, il y a un petit groupe de gens qui doivent être mis hors d'état de nuire, mais franchement, on est plein de citoyennes, de citoyens qui veulent ce monde, qui veulent la justice sociale, la justice climatique, qui veulent un monde. Notre cœur sait que ce monde, il est là, il est prêt à éclore, et donc voilà, j'ai déjà dit beaucoup, mais... Mais c'est très bien, et merci beaucoup. Et finalement, même si vous n'êtes pas très habitué des plateaux, moi je vous trouve plutôt drôlement à l'aise, Caroline. Donc un tout grand merci. Vous avez parlé d'association, donc je rappelle, vous êtes cofondatrice de l'association Émergence, qui est notamment parrainée par Mathieu Ricard. Est-ce que vous pouvez présenter aussi en quelques mots votre association Émergence, qui fait le lien, je pense, entre développement personnel et développement collectif? Oui, tout à fait. Donc le mot-clé dans Émergence, c'est se changer le monde. L'idée, en fait, c'est que si on veut changer le monde, finalement, on est la porte par laquelle on peut changer le monde. Je parlais de mon engagement militant qui est déjà long. On passe par des phases de désespérance, on passe par des phases de colère, d'impuissance, d'amertume. Et Pierre, à nouveau, le disait hier, si on ne travaille pas aussi sur toutes ces émotions qui nous traversent, qui peuvent vraiment nous conduire aussi à mépriser les gens, à se mettre en colère, à se fâcher. On ne va pas être entendu aussi par les gens qu'on veut convaincre. On va être là à haranguer les personnes qui nous font déjà confiance, qui nous écoutent déjà. Mais en travaillant sur nous, en pouvant pacifier aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça nous donne de la force. Moi, je me rappelle combien, quand je travaillais dans la coopération au développement et qu'on était en train d'appuyer des mouvements mutualistes, notamment en République démocratique du Congo, c'était vraiment l'idée de sentir que... on est ensemble, on donne tout ce qu'on peut, on fait face à des moments d'impuissance, de désespérance, mais je peux vraiment faire de ma sensibilité pour le monde, faire de ma fragilité une force pour témoigner, pour m'engager. Mais par contre, si je ne prends pas soin de ces émotions-là, elles vont me conduire au cynisme, elles vont me conduire à enfuir ma tête dans le sable. On connaît ce syndrome d'éco-anxiété dont plein de citoyennes et citoyens sont actuellement victimes. On entend tellement de mauvaises nouvelles et les médias ne parlent que de ça, de la peur. On nous maintient dans cette peur qui nous empêche d'agir, en fait. Ça nous bloque complètement, ça nous cadenasse. Et donc, si je peux voir qu'il y a de la peur en moi, mais il y a aussi de la joie, il y a aussi des choses qui vont bien dans ce monde. Mathieu Ricard, que vous citiez à l'instant, c'est un chantre de l'altruisme et il nous parle d'émerveillement. Il nous dit que si on veut soigner ce monde, si on veut prendre soin des humains et des plus qu'humains, des humaines et de tous les gens qui sont là avec nous sur cette planète, c'est de pouvoir voir cette beauté, voir le génie, voir la créativité, l'imagination qui est dans chacune d'entre nous et la célébrer. Donc la méditation, c'est pas seul sur mon coussin pour mon petit nombril, justement ce développement personnel qui
qui porte très mal son nom. C'est vraiment comment je mets l'intériorité citoyenne au service du monde, comment je peux essayer de devenir un être humain meilleur pour prendre soin de mes frères et sœurs humains et des plus qu'humains et des plus qu'humaines. Mais c'est important, je pense, de prendre ces moments aussi, de s'accorder des temps de transition et de s'accorder aussi, pour moi, méditer, c'est résister à ce lavage de cerveau permanent, à ces conditionnements. Si je prends du temps pour revenir à mon souffle, pour m'arrêter, je résiste en fait. Je peux prendre un moment pour ne pas croire ce qu'on me dit, que ce soit des fake news, que ce soit le capitalisme, que ce soit toutes ces histoires qu'on nous raconte, ces faux récits. Et donc vraiment, j'ai l'impression que, enfin vraiment pour moi en tout cas, de mon expérience, mais aussi de ce que je vois dans les groupes et dans les différentes rencontres qu'on organise depuis plus de 10 ans maintenant, méditer, c'est être ensemble pour inventer aussi d'autres récits et laisser notre imagination fleurir et construire ce monde. Donc c'est évidemment, il y a Edelmax, un psychiatre flamand que j'aime beaucoup, qui dit méditer, c'est s'arrêter, observer ce qui se passe en moi, ce qui se passe autour de moi, voir la souffrance. Donc je vois, je me rends compte que j'ai des émotions et puis j'agis. C'est pas rester sur mon coussin. C'est une étape pour pouvoir être encore plus outillé, avoir la force, ne pas m'arrêter. Et justement, la force sur le coussin, mais entourée avec toutes les personnes qui sont actives. Si j'ai l'impression d'être seule, je n'y arrive pas. Et donc, justement, de nouveau, je pense au rassemblement d'hier, mais moi, ça m'a vraiment galvanisée d'être là, on chantait, il y avait de la joie. Et c'est important de pouvoir justement sortir. Et j'espère vraiment qu'on aura encore d'autres occasions de militer ensemble, mais avec cette conviction qu'on peut faire des choses, qu'il y a vraiment... La solution, elles sont là, les solutions existent. On doit aussi se faire confiance, ne pas désespérer. Voilà. Et ne pas rester sur son coussin, sinon ça ronronne. Ne pas rester chacun dans son coin à déprimer. Il y a effectivement un plaisir à se tenir debout et à jouer collectif. Voilà. Si on est chacun chez soi uniquement à voir l'accumulation des catastrophes, il y a de quoi se flinguer. Ou alors on s'occupe juste de soi, de sa petite famille et de se protéger. Voilà. Mais sinon, si on est ensemble, on comprend mieux le monde et on a une force pour agir. Et depuis 2000 ans, 3000 ans, l'histoire de l'humanité montre qu'il y a bien une conscience en chacun de nous, qu'il faut parfois se poser, respirer, réfléchir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, au lieu de fonctionner au jour le jour, de castrer sa conscience et de dire je fonctionne, les autres sont schizophrènes et je fonctionne. Je pense qu'il y a un plaisir à dire qu'est-ce que je veux faire. Voilà. Il y a le pouvoir de la vérité, quand on parle de Nelson Mandela, quand on parle de Václav Havel, de ceux qui ont fait tomber le mur de Berlin, il disait qu'il y avait un pouvoir de la vérité, un pouvoir de la conscience qu'il y a en chacune et chacun de nous. En plus, quand on a des enfants, tu étais effectivement ta petite fille et ton compagnon hier. C'était très sympa de voir toutes les générations. Et moi, si tu lis, je t'offrirai mon nouveau bouquin. C'est pour Paul et David, mes deux garçons, mes deux oursons. Et je cite Václav Havel qui dit « C'est pour les enfants qu'il faut faire de la politique ». C'est souvent à cause d'eux qu'on n'en fait pas, mais c'est pour les enfants en particulier. Voilà, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, c'est pour nous-mêmes et parce qu'on tient à ce qui est magnifique dans la vie, on tient à ce qu'ils puissent vivre heureux dans un monde qu'on aura un peu préservé. Et ça nous donne effectivement de l'agnac. On voit toutes les générations. Hier, il y avait des gens de 4 ou 5 ans, et puis il y en a qui avaient les grands-parents pour le climat, qui avaient inventé un nouvel hymne européen. Ça avait vraiment de la gueule de se dire qu'on va se battre ensemble. Voilà. Et tu parlais de faire pression. Tu dis effectivement, ce n'est qu'une première étape. C'est aussi ce qu'a dit Gaël Perdriau tout à l'heure, le maire de Saint-Étienne. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une première étape. Et puis techniquement, je le rappelle, désolé de parler de technique après un truc plus philosophique qui est encore plus nourrissant. Mais voilà, si le Parlement européen insiste tellement, le Parlement n'a pas dit qu'il y avait une baguette magique. Et le rapporteur du budget ne dit pas « j'ai trouvé la solution ». Le Parlement européen propose 5 solutions pour trouver plus d'argent pour les hôpitaux, pour le climat, pour l'emploi, sans taxer les citoyens. Il y avait tout à l'heure un représentant des Gilets jaunes. On entend le besoin de justice fiscale. Donc, il n'y a pas de baguette magique, mais il y en a une qui est prête. Je n'ai pas amené les 3 tomes, mais on a 1200 pages d'études d'impact. Donc, il ne manque plus que la volonté politique et une pression des citoyens pour faire reculer les lobbies financiers. Et quand tout à l'heure, j'ai montré la courbe de l'évolution du CO2, et on voit que le monde est en train de devenir fou, que je ne vais pas montrer la courbe depuis 800 000 ans, mais la planète oscillait autour d'une valeur de CO2 équilibrée depuis 800 000 ans. Et en 100 ans seulement, on a foutu en l'air cet équilibre. En 100 ans, on a déréglé un système qui était en équilibre oscillant depuis 800 000 ans. Et voilà l'évolution des marchés financiers. Voilà, ça c'est l'évolution des marchés américains depuis 1900. Donc on voit bien qu'il y avait une certaine stabilité, voilà, et puis depuis le début des années 80, et là ça devient de la folie. Voilà. Donc ce système est en train de devenir fou. Est-ce que c'est la finance? On nous a appris à l'école, voilà, quand Gaël Perdriau disait
j'ai fait des études d'économie, on m'avait dit que la finance était au service de l'économie et que l'économie était au service du bien-être de tous. Voilà. Et aujourd'hui, en 40 ans, le néolibéralisme a inversé la pyramide et c'est la finance qui domine l'économie et l'économie qui fout en l'air la cohésion sociale, qui fout en l'air des millions de vies et qui fout en l'air la planète. Donc il est urgent, au nom de la conscience, de remettre d'aplomb ce que 40 ans de néolibéralisme ont mis sans dessus-dessous. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont pris des décisions politiques il y a 40 ans pour réorienter le système économique au profit d'un tout petit nombre. C'est Stiglitz, je lisais l'autre jour un livre de Joseph Stiglitz, le prix Nobel, qui disait « On nous a appris que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Je crois que c'est Washington qui a vu cette très belle formule, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et Stiglitz disait « Aujourd'hui, c'est le gouvernement du peuple, par les 1% les plus riches et pour les 1% les plus riches ». Mais parce que nos dirigeants acceptent d'écouter beaucoup trop le lobby bancaire. Il n'y a pas de fatalité. Dans tous nos pays, heureusement, on voit des femmes et des hommes qui refusent d'écouter le lobby bancaire et qui écoutent leur conscience ou qui écoutent les citoyens. Donc on est là pour leur ouvrir les oreilles et on va continuer de façon non violente, mais de façon très ferme. Ce n'est pas un sujet anecdotique. C'est ce qu'on disait hier. Je citais un jeune chercheur qui était venu il y a 2 ans avec Hervé Le Treut, un climatologue, qui disait « J'ai choisi la recherche. Je pensais que la recherche allait faire le bonheur de l'humanité. Voilà. Je commence à avoir des doutes et je disais j'ai envie de m'engager avec Jean Jouzel, avec Anne Essel, avec Pierre. Il disait avec 3 mots-clés, intelligence, bienveillance et fermeté. Intelligence, il y a encore des gens qui n'ont pas compris le problème. Voilà, il y a encore des gens qui n'ont pas compris ou qui pensent qu'avec la crise économique, on peut attendre un peu pour le climat. Il y en a qui n'ont pas compris le problème. Il y en a qui n'ont pas compris les solutions, qu'il est encore possible d'agir, que ça peut créer des emplois, qu'on peut vivre bien, qu'il n'y a pas de fatalité. Et puis donc, intelligence, bienveillance. Si on insulte tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ça va être plus compliqué. Hier, voilà, vendredi, j'étais avec un haut responsable allemand par téléphone. Hier, j'ai échangé avec un conseiller d'Emmanuel Macron. Je ne leur dis pas qu'ils sont tous des gros nazes, qui n'ont pas compris. J'essaye de dialoguer avec eux comme on parle avec des frères ou des sœurs. Parfois, on s'engueule avec des frères et sœurs. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais de toute façon, on reste frères et sœurs et on continue à dialoguer. Donc, intelligence, bienveillance et fermeté. Ça n'est pas un problème parmi d'autres, ce n'est pas une des 88 priorités et ce n'est pas pendant 15 ans qu'on veut des décisions, c'est maintenant. Donc ils doivent comprendre qu'on sera ferme, qu'on va mettre de la bienveillance, mais qu'il ne faut pas nous prendre pour des benets. Ce n'est pas des petites promesses que dans 50 ans, on verra avec les suivants des suivants. C'est maintenant qu'on veut une décision. Voilà. Et qu'on va tous ensemble, dans la diversité de nos parcours. Il y en a hier qui ne votaient jamais. Hier, c'était assez impressionnant. Il y avait les gens d'Extinction Rébellion, les gens d'Extinction Rébellion qui étaient là et qui chantaient avec d'autres Belges qui étaient là. C'était très sympa. Mais les gens d'Extinction Rébellion, il y a des pays où ils bloquent les parlements. Et là, ils sont venus remercier les députés qui se battent. Et je trouve ça de l'allure. Voilà, je suis élu depuis 1 an et demi. Peut-être que je ne serai plus dans quelques temps. Mais qu'on soit citoyen élu ou qu'on soit citoyen non élu, je pense qu'il faut qu'on agisse ensemble. Et la boussole, c'est la dignité de tous. Ce n'est pas la planète. Même quand les dinosaures sont morts, la planète a continué à tourner. C'est une certaine façon de vivre ensemble, une certaine façon de vivre. C'est Hervé Le Treut qui m'a expliqué ça l'an dernier à Madrid. Hervé Le Treut, qui est un des plus grands climatologues européens, qui m'a dit « c'est pas le problème du climat, c'est pas le problème de la planète, c'est une façon de vivre ensemble. Que chacun et chacune puisse vivre dignement sur le territoire où il est né. Voilà, on ne se bat pas pour du CO2 ou pour la planète, on se bat pour une façon de vivre ensemble, un certain niveau de convivialité. Donc voilà, on continue le combat et on se reverra bientôt. Et votre boussole, Caroline, et ce sera notre dernière question, votre boussole, je crois savoir que c'est aussi l'amour. Est-ce que vous pouvez partager votre vision en quelques mots? On n'a plus beaucoup de temps, mais votre approche de l'amour. Comme ça, on a vraiment une fin d'émission un petit peu fleur bleue peut-être, mais pas trop. Justement, en fait, je ne pense pas que l'amour soit fleur bleue. Hein. C'est aussi à nouveau un cliché qu'on a et qu'on peut avoir sur la méditation, sur la bienveillance. Pierre l'a rappelé, l'idée, ce n'est pas d'insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est de pouvoir les toucher avec des choses qui sont communes et qui nous parlent. Qu'on soit parent ou pas, on sait ce que ça veut dire, l'amour d'une mère ou l'amour d'un parent. La terre, c'est notre terre-mère. On est citoyen, on est terrestre, on est terrien, on est terrienne. Et donc, Joanna Macy, qui est une éco-psychologue américaine, a cette phrase qui dit si le monde doit être guéri par des efforts humains, je suis convaincue que ce sera par des gens ordinaires, des gens dont l'amour pour cette vie est encore plus grand que leur peur. Et donc l'amour, c'est vraiment le carburant. C'est pas dire tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est pas du tout ça. C'est dire au contraire, moi j'aime cette vie. Je parle de ma fille, mais je pense à toutes les générations futures et à tous les êtres humains dont les droits sont bafoués actuellement. On a besoin de reprendre pied. On est dans un monde qui est complètement
la tête à l'envers, où c'est les 1% qui ont des fortunes colossales. Encore dans cette crise, Pierre le rappelait en début d'émission, mais il y a les plus grandes fortunes se sont encore enrichies, alors que les plus pauvres sombrent de manière inexorable dans la pauvreté. Et donc je crois que l'amour, c'est de dire on est vigilant, on aime ce monde, on aime la vie peut être quelque chose de merveilleux. Et donc les mères au front québécoises qui ont fondé ce mouvement dont je suis une des co-initiatrices en Belgique, elles disent on berce d'un bras et on brandit l'autre. Ça veut dire qu'on a vraiment cet amour qui est notre carburant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en colère, on est en colère, mais on est pleine d'amour vraiment de la vie, et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas tolérer ce qui se passe actuellement. C'est vraiment pas du tout l'opposition. La colère, justement, c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans nos sociétés, et encore moins une femme en colère. Mais moi, je le dis, je suis très, très en colère. Je trouve que je suis indignée par la situation on a accueilli à la maison pendant 18 mois des chercheurs de refuge qui venaient d'Irak. C'était vraiment les grands frères de Néphélie. J'étais indignée, j'étais en colère quand j'entendais comment ils étaient traités par la police, que ce soit la police belge, la police française. Ils étaient traités mais comme des moins que rien. C'était ahurissant. Et c'est eux, et c'est tant d'êtres humains, et ne parlons pas des espèces qui vivent avec nous, mais si on reste vraiment avec les humaines et les humains, c'est intolérable. Et moi, je ne veux pas que ma fille grandisse dans un monde comme ça, où on met comme valeur la compétition, l'individualisme, le chacun pour soi. Si l'espèce humaine, j'entendais, comme je vous disais tout à l'heure, Isabelle Stengers qui disait que si l'être humain était encore là aujourd'hui, c'est parce que nous avons coopéré, c'est parce qu'on a été ensemble. Si on avait mis cette loi qui est actuellement en vigueur du chacun pour soi et de cette maximisation des intérêts personnels, si c'était ça depuis que l'humanité est née, on ne serait plus là. Donc la vie serait sûrement peut-être encore là sur Terre, les bactéries, les virus, tout ce qu'on veut, mais l'être humain ne serait pas là si on n'avait pas coopéré. Et donc, il faut vraiment qu'on revienne à l'essentiel. On est des êtres sociaux, on est des êtres qui avons besoin de liens, on doit s'entraider. Cette solidarité, c'est le fondement de notre dignité humaine. Et vraiment, et je pense vraiment qu'on transmet ce qu'on est. Et donc, j'entends ces dirigeants qui nous font des promesses. Moi, en tant que maman, je veux transmettre à ma fille que je fais tout ce que je peux, que ce soit dans mes prises de position, même si ce n'est pas facile pour moi, mais que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans l'accueil des réfugiés quand on en a eu à la maison. C'est vraiment de dire chacun sa part, avec l'énergie qui est la nôtre, mais à force, toutes ces énergies, elles se mettent ensemble comme des pièces d'un puzzle. Et moi, j'ai vraiment cette conviction, et oui, vraiment, j'ai confiance qu'on va y arriver. C'est pas possible autrement. On est des milliers, on est des millions à vouloir changer ce monde, et on par tous les moyens, on va marcher, on va faire des laïs. On va y arriver, franchement, on va y arriver. Mais on a besoin de justement cette alliance, les gilets jaunes, les politiciens, et prendre justement cet amour pour le vivant comme ce ciment qui nous réunit pour la dignité humaine, au lieu de penser à tout ce qui nous divise. Un grand merci. D'accord à 100%. On se revoit très vite, malgré le virus, en prenant, voilà. Juste, s'il fallait faire la synthèse de la soirée, je trouve que ce dialogue était encore super intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être 2 phrases que je retiens. Hervé Le Treut, un des plus grands climatologues européens, qui dit « Je ne pensais pas qu'on en arriverait là ». Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Ça fait 40 ans qu'il fait la climatologie et il ne pensait pas que nous serions assez fous pour en arriver à ces niveaux de CO2 et à ces accélérations. Donc c'est quand même, je ne pensais pas, c'est pire ce qui se passe en ce moment, et pire, les climatologues ont du mal à le dire, mais c'est pire que ce que pensaient, annonçaient les modèles. Et puis la conclusion de Caroline, plus positive, le monde sera changé par des gens dont l'amour pour cette vie sera encore plus grand que la peur qu'on a. Voilà, tous on a la trouille, on voit bien que ça sent mauvais, que ça peut très mal finir, mais que l'amour qu'on a pour cette vie, à travers les gens avec qui on vit, puis juste ce qu'est la beauté de la vie humaine, notre amour de la vie est encore plus important que la peur, et c'est ça qui nous rassemble et c'est ça qui nous donne une force d'agir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller sur le site taxonsalaspéculation.eu, taxonsalaspéculation.eu. On peut appeler, prendre 5 minutes chaque jour, avec le confinement, se dire, bah, tiens, lui ou elle, ça fait un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles, ce copain, cette copine, le cousin qui est à Bayonne ou le cousin qui est à Francfort, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles et je lui demande d'abord comment il va, est-ce que ça va mieux, voilà, et puis est-ce qu'il s'engage avec nous pour diffuser, pour interpeller les chefs d'État, et que chacun et chacune diffuse des vidéos. Il y a des vidéos qui circulent, soit sur mon compte Twitter, Facebook ou d'autres. On a parlé de Tout va bien en Belgique. Il y a plein de groupes qui ont fait des vidéos super, beaucoup moins techno et beaucoup plus sympas que les miennes. Donc, on diffuse des vidéos et puis vous pouvez faire vos propres vidéos. Voilà, si chacun et chacune prend 5 minutes par jour, on a 3 semaines jusqu'au prochain Conseil européen. Madame Merkel, Monsieur Macron, les autres vont se retrouver le 10 et le 11 décembre pour prendre une décision qui devrait être historique. Il faut qu'on leur donne de l'énergie, il faut qu'on leur dise de
faire taire les lobbies financiers et d'écouter leur conscience et d'écouter les citoyens. Donc vraiment, s'il vous plaît, merci beaucoup de prendre quelques minutes tous les jours pour nous aider à faire campagne. Quelques minutes pour agir et ça m'inspire cette phrase de fin d'émission soufflée par Caroline. Encore merci vraiment d'avoir été parmi nous. C'est un bonheur de vous accueillir, Caroline. Aimer, c'est agir. Et on se retrouve bientôt, Pierre, pour un nouveau live avec de nouveaux invités, de nouveaux échanges passionnants, comme avec Caroline, ce soir et tous les autres. Un tout grand merci de nous avoir suivis. Un tout grand merci à l'équipe technique, celle du Parlement, celle de la Régie TV qui continue à faire la liaison aussi à distance. Donc un grand merci pour tout ce beau dispositif, ce beau travail. Merci Pierre. À bientôt pour la suite du combat. Et mercredi, on se retrouve, je suis invité par Marianne, l'hebdomadaire français, sur le Facebook de Marianne. Et voilà, donc on se retrouve pour notre débat avec le numéro 2 de la rédaction de Marianne. À bientôt. À bientôt. Au revoir.